Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le mécénat et le sponsoring. Effectivement, des notions à ne pas confondre. On va dérouler ce webinaire, on va essayer d'être concis, même s'il y a quand même pas mal d'éléments juridiques et fiscaux. Vous allez voir que c'est pas si simple en fait. On va dérouler ça sur 30 minutes, à peu près 30-35 minutes. N'oubliez pas que vous avez un chat et que dans le chat, vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau. Ainsi, on essaiera de pouvoir du coup répondre à vos questions dans ce temps de webinaire. Et si jamais on n'avait pas le temps de répondre à toutes vos questions, on s'engage à y répondre après, quand on vous enverra l'enregistrement de ce webinaire. Donc, on a une séquence qui se divise donc en cinq parties. Donc, on va se présenter rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout, donc la Fondation et Baker Tilly. Et ensuite, on fera un petit tour de panorama de ce que c'est que le mécénat en France. Et ensuite, Emmanuel viendra nous parler des règles fiscales, des bénéficiaires, des différences entre le mécénat et ce qu'on appelle le sponsoring, mais en français dans le texte, les partenariats et l'encadrement juridique en fait de ces deux dispositifs. Donc moi-même, je suis Hélène Pagrimaud, je suis déléguée générale au sein de la Fondation territoriale de la Vienne. La Fondation territoriale a vu le jour il y a à peu près 1 an et demi maintenant. C'est vraiment un outil qui a été créé par des dirigeants au bénéfice du territoire. L'idée, c'est d'être vraiment un outil facilitateur pour démultiplier l'impact des TPE-PME et plus grands groupes de la Vienne pour s'engager dans une démarche vraiment multi-acteurs pour des causes d'intérêt général. La vision de ces dirigeants qui ont créé ce dispositif, c'est vraiment de fédérer les acteurs, que ce soit les entreprises, les collectivités, les institutions, les citoyens et les associations, et contribuer à faire de la Vienne un territoire attractif, durable et solidaire. Alors, comment une fondation territoriale agit? Elle agit d'abord au niveau social, parce qu'elle elle ne décide pas d'agir sur tel ou tel thème parce que c'est la volonté d'un ou deux dirigeants. Elle analyse avec l'ensemble des parties prenantes au territoire les diagnostics territoriaux et du coup définit les thèmes d'action prioritaires parce que ce sont des vrais besoins détectés sur le territoire et donc soutient par des appels à initiative les associations du territoire qui apportent des solutions sur ces fragilités-là. Ensuite, c'est une structure qui a de l'impact parce qu'en fait, il y a une mise en commun des fonds collectés pour pouvoir apporter un soutien plus important aux associations. Et cette année, d'ailleurs, elle a été plus loin, la Fondation territoriale, puisqu'elle a aussi créé un dispositif d'accompagnement sous forme d'un accompagnement extra-financier avec 3 jours de formation des associations lauréates, dont on a fait la soirée de clôture de ce dispositif de formation hier soir. Et c'était vraiment très chouette de voir ce que ça a pu leur apporter. Et puis, dans les actions, alors le champ d'action de la Fondation, on s'en donne 3, hein. Soutenir donc les associations de notre territoire de façon financière et extra-financière en créant des dispositifs de formation adaptés à leurs besoins. Promouvoir le mécénat sous toutes ses formes, mécénat financier, mécénat en nature, mécénat de compétences. Donc, on a déjà abordé ces sujets-là, mais on y reviendra encore. Et puis, créer des espaces de coopération par tous les événements qu'on crée pendant l'année, hein. Il y en a plusieurs. Alors, des fois qui sont ouverts à tout le monde, des fois qui sont plutôt avec l'ensemble des mécènes et des partenaires. Voilà. Donc, en tout cas, on cherche à mixer les publics entre les acteurs de l'action publique et les acteurs économiques du monde privé. Et puis aussi demain, les citoyens de plus en plus. Voilà un petit peu le rôle d'une fondation territoriale, et en tout cas celle que s'est donnée la Fondation territoriale de la Vienne. Et donc, pour finir concrètement, qu'est-ce qu'on a fait depuis 1 an et demi? On a soutenu plus de 13 associations depuis notre lancement. On leur a offert 5 000 € chacune, 3 jours effectivement de formation sur la RSO, la mesure d'impact et la coopération. On crée des événements, là vous voyez tous nos lauréats. On avait un événement en juin avec plus de 120 participants et ils sont tous venus pitcher leur projet et c'était vraiment très chouette. Vous avez les logos aussi de toutes les associations qui ont été soutenues et des projets qui ont été soutenus, toutes les infos sur notre site internet. Et on essaie aussi de créer des tables rondes pour faire intervenir les dirigeants d'entreprises locaux sur les enjeux d'engagement territorial de l'entreprise parce qu'effectivement, tout le monde doit grandir ensemble. Donc, c'est un petit peu
la façon dont on fonctionne. Voilà, on essaie de mixer entre présentation et table ronde et temps d'échange entre toutes ces personnes pour imaginer plein de projets ensemble à l'avenir. Voilà pour la présentation courte et synthétique de la Fondation, puisque nous ne sommes pas là pour parler que de nous, on est là pour parler aussi de Baker Tilly. Emmanuel, je vais te passer la parole. Merci Hélène, bonjour à toutes et tous. Donc on va effectivement parler de Baker Tilly. Alors Baker Tilly avant tout, alors déjà Emmanuel Vidal, hein, je suis expert comptable associé au cabinet Baker Tilly, qui est un cabinet conseil, expertise comptable entre autres, mais pas que, hein, un cabinet qui est implanté au niveau national, une soixantaine de bureaux. Dans la Vienne, 2 bureaux, Loudun et Poitiers, hein, donc une trentaine de personnes, collaborateurs qui œuvrent notamment, majoritairement sur l'environnement ESS. C'est une des premières spécialisations de Baker Tilly, cabinet conseil, le second étant la grande distribution et le troisième, le secteur de la santé. L'ESS, donc, que je pilote au niveau du groupe, est associé pour ma part à une mission au niveau de l'ordre régional des experts comptables, puisque je pilote la commission ESS de l'ordre régional et la commission mécénat au niveau du Conseil supérieur de l'ordre à Paris. Entre autres, Baker Tilly donc a développé récemment une offre de services évidemment dédiée aux structures de l'ESS. Alors évidemment sur les métiers régaliens que sont le conseil, expertise comptable et expertise sociale et juridique, mais plus récemment sur l'accompagnement des structures à la mise en place d'une stratégie RSE et RSO. Et puis la digitalisation, hein, qui aujourd'hui va de pair avec une organisation durable, hein, évidemment. Donc on accompagne les structures dans ce cadre-là également. Le lien avec la fondation, évidemment, c'est qu'on est Baker Tilly et mécène, hein, de la fondation. On a rejoint, nous, la fondation pour justement cet accélérateur d'énergie collective, hein, et donc collecteur de mécénat. Voilà pour la présentation de Baker Tilly en France. Vous avez évidemment notre zone d'intervention et voilà, on a 2000 collaborateurs à l'échelle nationale. J'ai essayé de trouver comment partager aussi, mais voilà, je pense que je n'arrive pas à nous mettre en partage également, nous en parallèle. Donc, on va Peut-être continuer. on Ouais. va démarrer donc par le sujet de, de- du Du mécénat mécénat. par Ouais. rapport au partenariat, qui est Mm. un sujet évidemment qu'on évoque résolument et régulièrement avec les structures, hein. Donc à la fois côté des dirigeants que j'accompagne, hein, donc globalement, hein, les dirigeants s'interrogent sur ces deux terminologies très différentes, et puis évidemment les structures, hein, donc collectrices de mécénat ou de parrainage, hein, très clairement. Et l'objectif, c'est vraiment de vous donner toute l'information pour sécuriser évidemment ces opérations, qui sont des opérations qui, on va le voir, sont résolument fiscalement déjà différentes, et puis juridiquement doivent être encadrées, hein, pour une meilleure sécurité, en tout cas d'utilisation. Mm. Donc, je vais juste vous partager, moi, quelques chiffres sur le mécénat et surtout vous inviter à découvrir le dernier baromètre amical qui est sorti sur les chiffres clés du mécénat en France pour que vous puissiez avoir un aperçu un peu plus précis. Donc, le mécénat, c'est quoi? C'est le soutien matériel apporté sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire à une œuvre ou à une personne pour l'exercice d'activités présentant un intérêt général. Donc, c'est bien parce qu'on est dans le champ de l'intérêt général, effectivement, que l'on a aussi cet aspect défiscalisation qu'on va voir un petit peu plus loin. Mais voilà, on est vraiment sur le champ de l'intérêt général. Donc, qui peut bénéficier des ressources du mécénat? Plusieurs typologies de structures, les associations simplement déclarées ou les associations reconnues d'utilité publique sans condition préalable d'agrément, mais qui répondent quand même aux critères fiscaux de ce qu'on appelle l'intérêt général. Et du coup, Emmanuel reviendra sur ces notions plus précisément après. Les fondations, comme nous, les fonds de dotation, certains établissements publics ou privés qui sont agréés,
l'État et l'ensemble de ces établissements, les collectivités territoriales aussi, et puis certains organismes spécifiquement prévus par la loi, euh, divers et variés. Donc les personnes physiques, même artistes ou nécessitées, eux ne peuvent pas être, au sens fiscal en tout cas, des bénéficiaires d'un acte de mécénat. En termes de chiffres clés, pour la première fois, on a la chance d'avoir en fait l'ensemble des structures de la philanthropie, hein, que ce soit l'Observatoire de la philanthropie, Fondation de France, et puis l'Amicale, cette année, ont vraiment travaillé ensemble pour structurer l'Observatoire des générosités. Donc là, l'Observatoire philanthropique permet de montrer un petit peu à quoi correspond en termes de millions d'euros la philanthropie en France, hein, que ce soit sur la partie particulier, ce que vous avez en vert sur le schéma, ou la partie entreprise que vous avez en bleu sur le schéma. On voit effectivement que on a une part de financement des dons plutôt effectivement plus importante chez les particuliers, avec 58% des dons qui représentent 5,4 milliards d'euros et 42% qui sont apportés par les entreprises, 3,8 milliards d'euros. Donc effectivement, voilà, ça représente 5 millions 5 de donateurs, en tout cas de foyers fiscaux qui donnent et qui déclarent, et puis 142 500 entreprises qui sont mécènes. Donc on peut toujours se constater qu'effectivement, on a encore plein d'entreprises à convaincre de faire du mécénat, puisque on est largement plus de 142 000 entreprises en France, et idem côté des particuliers. Ce baromètre-là, celui de l'Admical, qui est sorti en novembre 2024, a été présenté dans différentes instances. Vous pouvez le retrouver et vous inscrire si vraiment ça vous intéresse le 4 février. Il y a du coup une présentation digitale de ce baromètre qui a été présenté en physique dans différentes villes en France. Et le 4 février, ils font une présentation digitale de l'ensemble de ce rapport, qui permet de voir effectivement que les TPE-PME représentent près de 97% des mécènes en France et 33% du budget du mécénat. Mais voilà, on se rend bien compte de la différence entre je suis mécène et la pourcentage de volume que je représente dans cet écosystème, puisque les grandes entreprises que vous avez tout en bas à gauche, GE, grandes entreprises, c'est que 0,2% en nombre hein, des grandes entreprises du mécénat, et pourtant elles représentent près de 40% en montant de budget de mécénat apporté. Donc voilà, c'est très logique aussi par rapport aux tailles des structures. Donc, ce qu'on peut constater aussi, c'est que les trois quarts des grandes entreprises donc, sont mécènes, tout comme la moitié des ETI, une PME sur 3 et une TPE sur 20. Donc, l'enjeu, c'est de montrer aussi à nos TPE-PME qu'elles peuvent devenir encore plus facilement mécènes de tout un tas de structures et tout un tas d'activités. Mais il faut les aider à comprendre et à dissocier aussi ce que c'est que le mécénat et le sponsoring pour qu'elles structurent une politique claire sur ces deux champs d'action. Donc, je ne vais pas détailler tous ces sujets, mais ce que vous avez dans ce baromètre qui est très intéressant, c'est les thématiques qui sont soutenues par les entreprises, le sport, la culture, le social, l'éducation, l'environnement, etc. Ce qu'on constate en tout cas entre les deux derniers baromètres, c'est qu'on a un fort recul du mécénat dans les domaines de la culture et du social, qui ont été au profit du mécénat au niveau du sport, puisque je pense que l'effet JO a beaucoup œuvré. L'idée, c'est que, ben, espérons que on arrive à regagner aussi du soutien côté social, puisqu'on sait, on sait que l'on a tous grandement besoin et que toutes les structures qui œuvrent, associations qui œuvrent d'un point de vue social, en ont grandement besoin. Voilà. Et puis après, vous avez ce qui est très intéressant sur la droite, c'est la répartition des différents types de mécénat que je vous évoquais, hein, financier, en nature et en compétences. On voit bien que c'est des vraies levées d'action, le mécénat en nature et le mécénat de compétences. Et pour autant, il reste des parts encore trop faibles dans l'ensemble des méthodes et des façons d'agir des mécènes. Même si c'est en progression, on voit bien que c'est en progression de 3 points le mécénat en nature, mais voilà, ça reste encore trop faible. Charge à nous aussi de faire découvrir ces autres formes de mécénat qui ont tout autant d'intérêt pour les associations qui en bénéficient ou les fondations comme nous.
Donc c'est tout l'enjeu aussi de certaines de nos missions qu'on s'est données. Voilà, côté chiffres. Donc en synthèse, la part des entreprises mécènes en 2022, c'était 9% pour un budget estimé à 3,8 milliards d'euros. Donc c'est vous dire qu'effectivement, en nombre, hein, on n'a que 9% d'entreprises qui sont mécènes et que ce chiffre ne demande qu'à progresser. Encore faut-il accompagner nos entreprises à mieux comprendre ce que c'est que le mécénat, qui n'est pas qu'un outil fiscal, qui a bien d'autres vertus. Et donc les trois domaines prioritaires, je vous disais effectivement le social, qui est en baisse de 6 points. J'espère qu'on va arriver à faire, en tout cas, ce que sur la Vienne, on arrive un petit peu plus à œuvrer sur ce champ du mécénat social. Voilà, et les entreprises mécènes, elles privilégient des projets au niveau local et régional à 76%. Donc ça fait plutôt plaisir de constater ça, euh, parce que ça veut dire que la maille locale devient de plus en plus prégnante dans les logiques d'action des entreprises, que ce soit les grands groupes ou les petits, en fait. Ils regardent leur zone d'implantation pour choisir leur mécénat. Et donc ça, c'est plutôt positif en termes d'engagement territorial de l'entreprise. Voilà ce que j'avais à vous partager. Nous allons basculer sur les aspects un peu plus compliqués, en tout cas, des aspects des règles fiscales et applicables au mécénat. Donc, je vais repasser la parole à Emmanuel. Merci Hélène. Donc ce sujet, hein, évidemment, qui justifie aujourd'hui cette intervention, c'est de bien, alors peut-être de démystifier un petit peu ce qu'est aujourd'hui la notion même de mécénat et la notion même de sponsoring, notamment vis-à-vis des dirigeants, hein, en tout cas des entreprises donataires, qui peuvent parfois quand même avoir des confusions, hein, de genre entre les deux systèmes, et les deux systèmes sont vraiment résolument très différents. Alors j'ai commencé par vous rappeler les règles fiscales applicables au mécénat, hein, donc en vous rappelant évidemment la réduction au sens de l'article 238 bis du Code général des impôts. La réduction d'impôts dans le cadre d'un mécénat, si tant est que ce soit un mécénat, on va y revenir, est équivalente à 60% des versements qui sont effectués. Alors évidemment, depuis 2020, il y a une alternative entre les dons supérieurs à 2 millions et ceux qui sont inférieurs à 2 millions. Globalement, il faut retenir que la réduction d'impôt, elle est égale à 60% dans la limite de 2 millions, hein, de dons, ce qui est quand même relativement important. Alors cette limite-là, si on l'identifie par entreprise, elle était jusqu'en 2020 de 5 pour 1000 de chiffre d'affaires, c'est-à-dire toute entreprise ne pouvait pas dépasser ce seuil-là, et ce seuil-là a été déplafonné au départ à 10 000 euros et aujourd'hui 20 000 euros, c'est-à-dire que toute entreprise, quel que soit son chiffre d'affaires, peut donner 20 000 euros de mécénat, hein, donc ce qui a vraiment déplafonné vraiment le mécénat dans les plus petites entreprises. J'ai rappelé juste le don des particuliers parce qu'il y a souvent une confusion entre le 60% qui correspond donc à la réduction d'impôt dans le cadre d'un mécénat d'entreprise et les 66% qui est lié plutôt à des dons des particuliers dans la limite des 20% du revenu imposable. Voilà, c'était juste pour rappeler ces deux éléments. Donc là, on est vraiment typiquement dans la règle fiscale liée au mécénat. Juste, je me permets de poser la question. Donc, c'est clair pour tout le monde, les 20 000, les 5 pour 1000. Est-ce que ça pose question ou vous pouvez ouvrir les micros et nous poser vos questions? Ou est-ce que c'est relativement clair? C'est un plafond alternatif, hein, 5 pour Ouais, 1000 ou 20 000 euros. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. ok. Pour Donc, on peut enchaîner. information, donc slide suivant, je ne sais pas si j'ai la main, je pense pas. Non. Ouais, c'est bon. J'ai juste rappelé quand même les règles, les obligations, alors là qui sont plus récentes, parce qu'elles ne datent que depuis 2 ans, et c'est très important, c'est que les entreprises qui effectuent plus de 10 000 euros de versement, et là c'est justement pour rappeler cette confusion parfois entre les 20 000 et 10 000, que dès lors qu'une entreprise va faire plus de 10 000 euros de versement dans leur globalité sur une année, va devoir déclarer désormais à l'administration fiscale le montant de ces versements et surtout à qui elle les a versés, l'identité des bénéficiaires. Et quand il y en a, je vais y revenir, c'est les biens ou les services qui sont éventuellement reçus en contrepartie. Ce n'est pas toujours facile, évidemment, à estimer, on va en reparler, mais ça veut dire que du coup,
il y a forcément un moment, dès lors qu'il y a une contrepartie qui est offerte, elle va devoir être valorisée. Elle doit être désormais valorisée. Donc, on voit que l'administration fiscale va avoir dans les deux sens à la fois l'obligation qui est imposée aux associations bénéficiaires de déclarer, vous le savez, le nombre de reçus fiscaux et le montant des reçus fiscaux émis. Et de l'autre côté, l'administration fiscale va avoir toute information, puisque les sociétés, dès lors qu'elles font plus de 10 000 euros de dons, vont devoir désormais, enfin, les déclarent maintenant depuis 2 ans. Alors, cette notion de contrepartie, elle reste évidemment toujours sensible, hein, et on y reviendra hein, sur la façon dont l'administration fiscale tend parfois à requalifier un mécénat en pur sponsoring. C'est cette notion de contrepartie. Alors attention, dans le cadre d'un mécénat, une contrepartie peut être autorisée. L'administration fiscale nous dit qu'elle doit être raisonnable. La valeur de ces contreparties doit demeurer, on va dire, dans une disproportion marquée entre le don et la valeur de la contrepartie. Et du coup, évidemment, quand on se dit ça, on n'a pas la proportion. Elle s'est basée sur, l'administration fiscale reste du reste sur une position assez stable en la matière. Elle s'est basée sur une interprétation dans le cadre des contreparties vis-à-vis des particuliers. Et cette contrepartie, c'est une règle de 1 à 4, hein, dès lors que donc les fameux 25%, je donne 100, je peux avoir en contrepartie 25. Voilà, en gros, c'est ça, la règle qu'il ne faut pas dépasser hein, dans le cadre des contreparties qui seraient accordées à un mécène. Alors évidemment, vous allez me dire, quand il s'agit d'un affichage de nom, j'y reviendrai, en fait, c'est très difficile à évaluer ce qu'est un affichage de nom. Et pour autant, l'administration fiscale a donné une position qui est très claire par rapport à l'affichage du nom. Je vais y revenir sur un slide prochain. Mais gardez bien en tête que systématiquement, hein, l'affichage du nom du mécène ne remet pas du tout en cause le processus du mécénat. Toujours dans le cadre fiscal, l'association qui va recevoir va remettre évidemment un reçu, hein, qui est un CERFA fiscal. Il en existe désormais 2 modèles, un à destination des particuliers et un à destination des entreprises. Faites attention en tout cas sur la typologie des reçus que vous émettez, hein, c'est bien 2 reçus très différents. L'association n'a pas obligatoirement fait un rescrit fiscal pour émettre, en tout cas pour permettre d'émettre un reçu fiscal et donc de collecter du mécénat. Hein. On revient simplement à cette notion qu'évoquait Hélène en préambule, cette notion d'intérêt général. On n'est pas reconnu d'intérêt général. L'intérêt général, alors on peut s'autoproclamer d'intérêt général. Si on a un doute sur l'intérêt général, si l'association a un doute, elle peut à ce moment-là faire un rescrit fiscal, mais il y a 3 critères hein, qui déterminent l'intérêt général. Le premier critère, c'est que l'activité, elle doit être non lucrative et non concurrentielle. Donc, évidemment, si vous faites au sein d'une association, vous avez une activité lucrative et une activité non lucrative, ce qu'on va s'intéresser à contrôler, c'est que l'activité lucrative ne soit pas prépondérante. Dès lors qu'elle est donc majoritairement non lucrative, c'est le premier critère respecté de l'intérêt général. Le deuxième, c'est la gestion désintéressée. Gestion désintéressée, c'est-à-dire que on est bien sur une gestion bénévole, c'est-à-dire que le président et la gouvernance n'est pas rémunéré ou est rémunéré dans une limite qui est admise par l'administration fiscale, 3/4 du SMIC en quelque part, et qu'il n'y a pas dans les statuts l'attribution d'une part dans l'association, c'est-à-dire finalement une association qui serait avec des fonds qui seraient reversés à quelqu'un en cas d'arrêt. Donc ça, c'est vraiment le deuxième critère sur lequel il faut être très sensible, et les statuts donnent souvent cette gestion désintéressée. Et le troisième, c'est qu'elle ne doit pas profiter à un cercle restreint de personnes. Alors vous allez me dire, souvent, on pourrait s'interroger sur ce cercle restreint. Le cercle restreint est défini dès lors que vous bloquez à l'entrée une catégorie de personnes. C'est-à-dire que votre association n'est pas complètement ouverte
et qu'elle n'est pas complètement libre. Par exemple, on prend par exemple les alumni dans des écoles, elles sont vraiment très restreintes aux seules personnes qui sont passées par cette école. Donc, on est dans le cadre d'un cercle restreint de personnes, donc les alumni par nature sont fiscalisés. Voilà, doivent être fiscalisés. Vous voyez, ces trois critères-là vont démontrer l'intérêt général de la structure et donc vous permettre, si vous êtes d'intérêt général, d'émettre des reçus, de collecter du mécénat. Je dis bien du mécénat. Alors, comment se lancer? En fait, alors, côté entreprise ou côté bénéficiaire. Je rappelle les deux notions qu'on met souvent en opposition, que sont le mécénat et le parrainage versus, en gros, sponsoring. Les deux notions, elles ont une terminologie économique et financière. Le mécénat, on vous le rappelait en préambule, c'est un soutien qui est matériel, qui peut être en nature ou financier, qui est sans contrepartie directe de la part du bénéficiaire. C'est-à-dire que la structure donatrice n'attend pas, en tout cas, une contrepartie directe. Et il faut obligatoirement que le mécénat soit versé à une structure qui est d'intérêt général. En revanche, le parrainage, sponsoring, lui, c'est un soutien matériel, pareil, qui peut être en nature ou qui peut être financier, qui est apporté à une manifestation, à une structure d'intérêt général, mais globalement en vue d'en retirer un bénéfice direct. Donc là, on est vraiment, très clairement, sur une action pure de communication. Et on vend en quelque part une prestation. Ou on donne une prestation. En tout cas, les deux notions sont en plus reprises dans le Code général des impôts dans les mêmes dans les mêmes articles. Article 238 bis, c'est vraiment celui qui fonde le mécénat. Il est conduit dans l'intérêt indirect de l'entreprise qui donne généralement droit à une réduction d'impôt. Globalement, nos fameux 60% dont on parlait tout à l'heure. Et le parrainage, c'est tout autre chose, c'est une dépense déductible qui est engagée dans l'intérêt de l'entreprise, comme une dépense de publicité. Donc, inutile de vous dire que les frontières ne sont pas toujours simples et que vraisemblablement, ce qu'il ne faut évidemment pas faire, c'est de sécuriser votre mécénat et de ne pas le masquer, de ne pas masquer un parrainage en mécénat, puisque là, évidemment, c'est un risque fiscal qu'il faudrait évidemment pas prendre. Donc, ces deux éléments-là, et je rappelle cette notion notamment de sponsoring au sens du Code général des impôts, ce que va tendre à regarder l'administration fiscale dans le cadre des associations qui les collectent ou des entreprises qui ont versé. Donc, encore une fois, le Code général des impôts précise et l'administration fiscale va s'attacher à s'assurer que les dépenses de parrainage sont bien faites dans l'intérêt de l'entreprise, c'est-à-dire pour promouvoir les services de l'entreprise. Et dans ce cas-là, naturellement, elle reconnaît la déductibilité du résultat imposable de l'entreprise. Voilà, puisque c'est bien engagé dans l'intérêt direct de l'exploitation. Ça, c'est vraiment la notion du parrainage. Donc, les dépenses engagées dans le cadre d'une opération de parrainage, elles sont destinées évidemment à promouvoir l'image de marque de l'entreprise. On le voit à travers les différentes photos, on voit bien, là, il y a vraiment la mise en avant d'un nom. Très souvent, associé à ça, on a un message publicitaire. C'est vraiment l'intérêt que va avoir l'entreprise à verser une somme et d'en attendre vraiment une retombée immédiate, qui est quantifiable très souvent, et puis qui est évidemment proportionnée à l'engagement. Mais on est vraiment là typiquement dans une dépense publicitaire. Alors, c'est posé la question, et c'est pour ça que, alors il y a beaucoup de, c'est très écrit, mais l'intérêt c'est de vous le commenter. Les questions auxquelles on est confronté fréquemment dans les comités mécénat, c'est l'affichage du nom. On part souvent d'un concept qui dit voilà, si je fais du mécénat, je peux pas associer le nom de mon mécène dans ma communication. Et si je fais du sponsoring, là, typiquement, j'affiche le nom, le message publicitaire. Pas tout à fait vrai. Le régime du mécénat s'applique, même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées. Le Conseil d'État, il a rappelé très clairement ça, conditionne l'application de cette règle au fait que la valorisation du nom de l'entreprise ne représente pas
ou en tout cas ne représente qu'une contrepartie très inférieure au montant du versement accordé. On revient finalement à cette règle des 25%. Bon, évidemment, vous allez me dire, c'est pas très facile à estimer ce qu'est la contrepartie de la valorisation du nombre d'entreprises. Eh bien, l'administration a précisé, c'est pour ça que je vous l'ai mis, à titre seulement indicatif, que dès lors qu'une association bénéficiaire n'a qu'un rayonnement local, la valorisation de l'image de l'entreprise n'est pas prise en compte dans la contrepartie. Donc ça veut dire qu'on peut très bien associer l'image de l'entreprise à une association qui n'aurait qu'un rayonnement local sans remettre en cause le principe du mécénat. Si le rayonnement en revanche est régional, la valorisation passe à 5% du montant total du don. Et s'il est national, il va passer à 10%. Je vous rappelle que vous avez 25% de contrepartie admise globalement. Donc on voit bien que l'utilisation du nom reste assez faible finalement dans cette notion de contrepartie. Donc évidemment, on rappelle quand même, et ça c'est très important, c'est que l'administration a précisé évidemment que les opérations qui relèvent du mécénat ne se limitent donc à la mention du nom du donateur. Alors, quel que soit le support utilisé, ça c'est pas le sujet, logo, sigle, par contre, à l'exception de tout message publicitaire, là on donne vraiment que le nom du mécène. On ne met pas en avant ce qu'il fait. Dès lors qu'on fait ça, on est dans les règles du mécénat. Juste, Oui. du coup, si je peux apporter une précision sur ces aspects-là, typiquement, en fait, pour donner l'exemple de la fondation territoriale, nous, on met en avant les logos de nos mécènes sur notre site. Par contre, ce qui pourrait être effectivement pris pour plus commercial comme démarche, c'est que sur ce logo, je crée un lien qui m'amène directement vers le site en question de ce mécène ou que effectivement, comme c'est expliqué là, qu'on vienne mettre un message un peu plus publicitaire sur un des produits ou une des prestations de ce mécène. C'est vraiment là la subtilité. Après, ce qu'on encourage et ce que vous pouvez faire, je pense, association, c'est de dire par contre, vos mécènes et vos partenaires peuvent partager autant qu'ils le souhaitent leur engagement auprès de votre structure ou de la fondation. Donc nous, on essaie d'être facilitant et de donner en tout cas les moyens et les outils à nos mécènes de partager leur engagement en leur créant des kits de com et en les aidant à communiquer sur leur engagement parce que en fait, quand on fait du mécénat, on vient chercher une envie de s'engager pour une cause auquel on croit. Donc, je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut peut-être le concevoir, c'est de se dire, ben, OK, nous, on n'a pas le droit d'énormément communiquer sur nos mécènes, en tout cas de façon commerciale. Comment j'aide mon mécène à partager aussi de son côté son engagement? Voilà, c'est une autre façon de- d'avoir une approche vertueuse vis-à-vis d'un engagement en mécénat. C'était juste une petite Alors, intervention. merci. On va jusqu'au bout de la démarche en matière fiscale avant d'arriver à l'aspect juridique des choses. Alors, quelle différence on peut avoir entre le traitement fiscal d'une contribution sous forme de mécénat ou sous forme de parrainage? Il est évident que, et on va vous le démontrer, c'est que le mécénat est extrêmement attractif sur le plan fiscal. Hein. C'est 60% de réduction. Vous donnez 100, vous récupérez déjà 60%, donc 60 en termes de réduction fiscale. Donc ça, c'est énorme. Là où, quand on est sur une dépense de parrainage, c'est comme toutes les dépenses reconnues hein, d'une entreprise, on la déduit du résultat et donc on a naturellement que l'équivalent de l'impôt que l'on va gagner, donc les 25% d'impôt. Donc si on regarde le slide suivant, on voit qu'il y a une réelle attractivité du mécénat par rapport au parrainage. Dans le cas d'une dépense déductible pour des structures dont le taux d'impôt sur les sociétés est à 25%, eh bien, quand je verse 100 en parrainage, je ne vais récupérer que 25 d'impôt. Là où en mécénat, quand je verse 100, je vais récupérer 60 d'impôt. Donc on voit bien une attractivité de presque plus de 35 points entre les deux. D'où parfois cette limite qui existe entre le parrainage et l'envie de le transformer en du mécénat, ce qu'il ne faut évidemment pas faire, et là où de toute façon l'administration fiscale viendrait requalifier du mécénat en sponsoring, puisqu'il y a eu une notion de contrepartie directe qui a été évidente.
Donc, on est quand même sur des régimes fiscaux d'attractivité qui sont remaintenus pour 2025, même si la loi de finances n'est pas sortie, en tout cas, ceux-là ne sont pas remis en cause. Donc, on est sur des critères d'attractivité vraiment fiscaux. Alors, quand on se dit ça, c'est comment on entoure juridiquement les choses. On va commencer déjà par la convention de mécénat. Alors, convention de mécénat, elle n'est pas obligatoire. Fiscalement, en tout cas, personne ne nous oblige à avoir une convention de mécénat. Pour autant, elle est vivement conseillée au sein des structures qui collectent du mécénat. On va rappeler évidemment au sein de cette convention les parties, déjà, donc l'identité du mécène, du bénéficiaire, la durée de la convention, en gros, c'est est-ce qu'on s'engage sur un mécénat pour 1 an, est-ce que c'est pour 2 ans, donc ça. Et puis, on peut y noter éventuellement les contreparties. Je vous invite plutôt à le faire, alors évidemment, peut-être pas sur des valeurs très peu significatives de mécénat, mais sur des plus gros mécénats, d'écrire qu'il peut y avoir des contreparties, ça vous légitime de part et d'autre et ça sécurise finalement l'opération de mécénat entre vous. D'autant plus que si vous notez des contreparties, vous allez les valoriser. Donc tout sera clair vis-à-vis de l'administration fiscale et entre vous. Et éventuellement, le caractère exclusif ou non du partenariat. Donc ça, c'est sur la partie mécénat. Sur l'autre partie, donc la partie sponsoring ou parrainage, donc là, ce que je vous disais, c'est que cette opération-là, c'est une prestation de communication directe. Donc, elle doit répondre aux mêmes exigences que toute relation commerciale sur l'émission d'un devis ou au minimum un contrat de prestation, comme vous le feriez entre deux acteurs, donc détaillant la prestation, la durée de la prestation, ainsi que les obligations respectives de l'association et du donateur. Là, ce que je vous ai mis recommande de faire, c'est que les associations qui sont bénéficiaires établissent, et Hélène vous l'a livré tout à l'heure, une charte de communication. Très souvent, l'utilisation finalement par le mécène ou par le parrain du nom ou de l'action qui est portée doit faire l'objet quand même d'un accord entre l'association et le mécène ou le parrain. Ça veut dire qu'il faut qu'on définisse une charte de communication vous permettant, si vous êtes entreprise, d'utiliser par exemple le site de l'association ou de dire, voilà, j'ai mécéné ou j'ai parrainé telle action. Alors, pas toujours facile à écrire, mais en tout cas, c'est un conseil qu'on peut dire. Alors, à ce stade, vous allez me dire, est-ce qu'une entreprise déjà peut être mécène et faire du sponsoring? Oui, elle peut décider de faire à la fois du sponsoring et à la fois du mécénat. L'autre question, c'est est-ce qu'elle peut faire pour une même association? Eh bien, rien ne l'empêche. À partir du moment où votre mécénat va être tracé à une action particulière de l'association, la structure d'intérêt général qui bénéficie, et que le sponsoring, en revanche, va être sur une autre action. Donc, si on fait ça, il faut avoir parfaitement défini dans une convention les règles, ou en tout cas la destination du mécénat ou du sponsoring que vous souhaitez faire, enfin, que l'entreprise souhaite faire. Donc, ce n'est pas impossible. Attention quand même, ça peut amener pour l'administration fiscale une confusion qui fasse qu'elle s'intéresse évidemment à la requalification du mécénat en sponsoring. Mais en tout cas, rien ne l'empêche à partir du moment où, encore une fois, juridiquement, les choses ont été très clarifiées. Euh, donc, encore une fois, attention à bien calibrer l'attente et l'affichage du nom, mais les éléments ne sont pas opposés. Ce sont des règles fiscales différentes, mais que les entreprises peuvent utiliser et que vous pouvez mettre en place dans vos associations en calibrant bien les choses, en disant qu'on ne peut pas faire du mécénat systématiquement, attention quand même, et de proposer dans ce cas-là plutôt une prestation directe à l'entreprise qui entendrait vous aider sur telle ou telle action. Donc, je reconnais que la frontière n'est pas toujours facile à identifier, mais se poser toujours la question d'une contrepartie directe qui est significative entraînerait de facto que vous ne puissiez pas faire du mécénat et le transformer donc du coup en sponsoring.
Est-ce que Ok. du coup vous avez des questions sur cette présentation et sur ces notions? Je pense peut-être aux échanges qu'on a eus sur la soirée d'hier soir d'ailleurs avec Patrice, sur une des séquences, peut-être sur la partie j'ai besoin d'un rescrit fiscal pour faire du mécénat. Je pense qu'effectivement ça n'allait pas forcément dans le sens de ce que tout le monde avait connaissance. Est-ce que vous voulez prendre la parole, rouvrir les micros, les caméras? Pour nous dire si déjà on a répondu à vos attentes et si la frontière entre les deux est plus claire. On est sur un webinaire ouvert, hein, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Patrice? Oui, est-ce que je peux me permettre de poser une question du coup? Oui? Vous avez dit que une association peut s'auto-présumer d'intérêt général et donc appliquer le mécénat quand elle correspond aux critères que l'on a vus. L'intérêt général, il est analysé, si on demande le rescrit fiscal, il est analysé par la DGFiP. Il y a les agréments qui analysent l'intérêt général. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut aboutir à la même conclusion de se lancer dans le mécénat si on a un agrément ministériel qui lui aussi a analysé l'intérêt général? Alors, sur la partie, sur l'agrément, en fait, l'agrément va être octroyé à des structures qui, par nature, est d'intérêt général. Donc, ça veut dire que déjà, ça vous légitime d'intérêt général. Euh, il y aurait éventuellement un besoin de faire un rescrit fiscal si, en sus d'une activité qui est sous couvert d'un agrément, vous rajoutez une activité qui potentiellement peut être concurrentielle. Et dans ce cas-là, on demanderait à l'administration fiscale son avis sur comment dire, la non-remise en cause de l'intérêt général. Mais il est évident que dès lors qu'il y a un agrément, ça veut dire que si vous avez comment dire, été agrémenté, ça veut dire que l'intérêt général a déjà été démontré. Voilà. Donc c'est atténuatif. Ça ne veut pas dire que on ne peut pas le compléter par un rescrit fiscal. Mais c'est plutôt atténuatif. Merci. C'est la question à laquelle refusent de répondre les impôts en général quand on leur pose, donc merci pour cette réponse. Voilà. Alors en revanche, si vous les sollicitez, ils sont obligés de vous répondre. Ça c'est très clair. Rescrit va entraîner obligatoirement une position. Donc, à mesurer évidemment, hein, mais là, du coup, ça les engage. Et Est-ce ce rescrit, que, encore une fois, n'est pas obligatoire, hein, je le rappelle. C'est uniquement si vous avez un doute sur un des critères de l'intérêt général. est-ce qu'il y a d'autres questions de la part des participants? Est-ce que vous voulez nous partager un petit peu, parce que Patrice, du coup, on connaît de Guy Dassault, partager un petit peu pour finir avant de se quitter. De quelle structure vous venez et pourquoi voilà, vous vous interrogez sur ces notions, qu'on apprenne aussi à se connaître, puisqu'on est sur un même territoire. Alors, si vous voulez parler, il faut ouvrir vos micros. Ou alors utiliser le chat, parce que j'en entends pas tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Et là, on vous entend, Christophe. Parfait, merci. Bonjour à tous et merci pour l'explication qui était quand même très claire. J'aurais pour ma part deux questions. J'ai initié un partenariat, enfin plutôt du coup un mécénat avec une entreprise qui est basée son siège social en Suisse. Et je voulais savoir s'il existait des accords entre la Suisse et la France pour pouvoir faire bénéficier cette entreprise d'une remise fiscale. Alors, ça revient à la territorialité du mécénat, hein, et la Suisse, malheureusement, est hors champ, hein. Il n'y a pas de convention aujourd'hui fiscale entre la Suisse et la France sur l'aspect mécénat. Il y en a sur d'autres pays européens. En revanche, sur la Suisse, c'est un peu plus complexe. Donc, voilà, pour vous répondre, théoriquement,
vous ne pourriez pas en tout cas faire bénéficier. Alors, sauf à ce que, attention quand même, où se situe le siège social de la structure? Est-ce ils ont un siège en France ou un établissement en France qui pourrait bénéficier potentiellement de la réduction fiscale? Ou est-ce que c'est vraiment qu'avec une relation avec une société suisse? Alors, en fait, c'est une entreprise qui qui fabrique du matériel très Oui. spécifique en Suisse, Oui. mais qui a un réseau de revendeurs en France, mais qui ne sont pas eux-mêmes rattachés à l'entreprise. En fait, c'est un réseau commercial. Oui. Donc, tout dépend à qui vous émettez le reçu. Si c'est une personne ou un indépendant qui est assujetti en France à l'impôt, lui pourra bénéficier effectivement de la réduction d'impôt. En revanche, on n'ira pas gommer de l'impôt suisse, en quelque part, puisque c'est une disposition du Code général des impôts en France. Donc, pas de possibilité, évidemment, d'en bénéficier, enfin, de lui en faire bénéficier. En Très bien. revanche, attention, on peut faire du mécénat sans demander la réduction d'impôt. Enfin, aujourd'hui, après, il y a deux notions. Il y a la notion juridique du mécénat et après, il y a la notion fiscale du mécénat. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas émettre de reçu dans le cadre d'un mécénat d'une entreprise de Suisse. Ok. Et puis merci. Et la deuxième question, elle est concernant la notion d'activité lucrative, en fait, de l'association pour conserver son caractère d'intérêt général. Donc moi, dans l'association que je représente, on a une activité lucrative et justement, je m'aperçois depuis quelque temps que ça peut remettre en cause notre caractère d'intérêt général. Et je voulais savoir si on avait la possibilité justement de dissocier cette activité commerciale au nom d'une autre association qui elle-même en fait reverserait toute ou partie de ses bénéfices à l'association initialement créée pour en fait gommer cette partie lucrative et ensuite récupérer l'argent sous forme d'un don d'une association à une autre. Alors, ce qu'on appelle la sectorisation et la filialisation, pardon. Alors peut-être juste revenir quand même, parce que c'est important pour tous, sur cette notion de prépondérance d'activité lucrative. On a beaucoup d'associations aujourd'hui qui sont mixtes, qui ont une activité non lucrative majeure et une activité non lucrative majeure, une activité lucrative qui n'est pas prépondérante. C'est quoi le critère de prépondérance? C'est 40%. Ça veut dire que l'administration fiscale estime qu'à partir du moment où vous avez plus de 40% d'activité lucrative, ça pourrait remettre en cause l'exonération totale de l'association. Il n'est pas à 50%, il est à 40%. Ça, c'est la première chose. La deuxième, l'élément de réponse que je voulais vous donner, c'est que vous pouvez extraire, effectivement, dès lors que vous pensez que l'activité lucrative va continuer à se développer, vous pouvez filialiser. Alors, vous n'allez pas créer, on peut créer une deuxième association qui sera complètement lucrative, mais on peut aussi filialiser, c'est créer finalement, mettre cette activité lucrative dans une société qui est détenue par votre association. Et à ce moment-là, les bénéfices de votre société vont remonter par des dividendes à l'association. En revanche, dès lors que c'est une association qui est fiscalisée, qui donnerait au profit d'une association non fiscalisée, on se ferait retoquer par l'administration fiscale. Donc très clairement, vous ne pourrez pas faire de don d'une association à une autre association, quand bien même elle serait fiscalisée. D'accord ? Donc là, il faut vraiment plutôt optimiser la partie filialisation et extraire votre activité lucrative dans une société qui est rattachée à l'association non lucrative. Et ces dividendes seront soumis à l'impôt sur les dividendes de la même manière? Non, puisqu'en fait, on va sectoriser au sein même de l'association l'activité de revenus de titre. Et en fait, globalement, elles seront. Alors, effectivement, le dividende sera fiscalisé, mais pourra bénéficier d'un régime Murphy. Donc, c'est une fiscalité atténuée, en fait, très faible. Ok. On élargit le spectre de notre sujet Oui. d'aujourd'hui. Ça vaudra peut-être le coup de faire un prochain webinaire sur cette Je thématique-là. prends effectivement le sujet sur l'organisation, mais c'est intéressant, des questions très Mais en intéressantes. tout cas, on a le sujet, nous, hein, puisqu'on voit bien que de plus en plus, les associations sont,
enfin, en France, il y a moins 40%, moins 41% de financement public dans les budgets des associations au niveau France. Elles sont de plus en plus encouragées à trouver leur modèle et développer des activités lucratives. Donc, ça vient remettre un peu en cause ça. Et on a un devoir, nous, de surveillance de ça, parce qu'on n'est pas habilité à pouvoir les financer si elles deviennent trop lucratives. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, il faut les accompagner dans ces schémas-là. Et c'est une vraie réflexion. Et peut-être que ça peut faire l'objet d'un autre webinaire parce que on sait qu'elles vont aller vers ce schéma aussi, où la part du lucratif va prendre de plus en plus d'importance. Et peut-être que ça peut être l'objet d'un prochain webinaire. Et on va y réfléchir. Merci d'aborder ce sujet. On a débordé de 10 minutes, 11 minutes très exactement. Euh, on va vous remercier, on va en rester là. Et pour le coup, voilà, vous avez nos coordonnées. Donc, s'il y a des sujets comme ça que vous avez envie de voir émerger et sur lesquels vous voudriez qu'on puisse créer un webinaire et un temps d'échange, n'hésitez pas à nous remonter vos souhaits sur ces sujets-là. Merci beaucoup à tous Merci à et, tous. et excellente journée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.